Bien, bonjour. Alors, bienvenue à cette séance numéro 4, dans laquelle donc, on va aborder le deuxième modèle ou le deuxième exemple de processus d'altération, c'est les processus chimiques. Alors, la séance précédente, la séance 3, est intéressée à l'altération physique des roches, ou ce qu'on appelle le processus ou les processus physiques d'altération. Alors, ils sont différents, bien sûr. Il y avait des d'altération d'érosion, pardon, d'altération physique, mais quelle que soit leur origine ou leur mode d'attaque, le résultat final, c'est bien sûr des débris de roches. Alors, ces débris de roches sont éventuellement des gros blocs, ce sont des petits blocs, c'est des particules très fines. L'essentiel, c'est que c'est juste un problème de dimension. C'est-à-dire que l'altération physique sert à désagréger une roche. Par contre, pour le deuxième modèle ou le deuxième mode de processus d'altération, ce qu'on appelle les processus chimiques ou l'altération chimique, elle touche à la composition chimique du minéral. Lorsqu'on touche à la composition chimique du minéral, on touche à la minéralogie de la roche. Et si on touche à la minéralogie de la roche, là, on va toucher au type de roche. Donc, on touche à la composition chimique, on modifie la composition chimique, on modifie la composition minéralogique et on modifie par conséquent la nature de la roche fine. Alors, en quoi consiste cette altération chimique? Eh bien, en résumant, on va dire qu'elle permet l'apparition de nouveaux minéraux aux dépens d'autres qui vont disparaître ou qui vont être décomposés. C'est presque la même chose. Alors, soit une disparition totale, soit une décomposition, une disparition, je dirais, partielle. Alors, qu'est-ce qui va apparaître? Ben, vous avez une nouvelle famille de minéraux qui vont faire leur apparition. Alors, cette altération, cette transformation s'accompagne par la libération d'un certain nombre d'éléments chimiques qui vont être lessivés ou enlevés par l'eau, ce qui revient au même. Sinon, vous avez des éléments qui vont rester sur place, c'est ce qu'on appelle des éléments insolubles, et qui vont bien sûr développer une autre famille de composés ou de minéraux. Donc, on assiste à quoi? On assiste à la néoformation, à la création d'une nouvelle espèce minérale, à la libération d'un certain nombre d'éléments chimiques. Ils peuvent être soit lessivés et emportés, ou bien ils vont rester sur place. Alors, les altérations chimiques sont au nombre de 5. Il y a peut-être même un peu plus, mais ce sont les plus fréquentes, les plus courantes à la surface du globe. La plus importante, c'est évidemment l'hydrolyse. C'est l'altération chimique la plus importante à la surface du globe. On en a également 4 autres. C'est l'altération de type oxydoréduction, c'est l'altération de type hydratation, c'est la dissolution et la décarbonatation. Donc, il y avait un certain nombre d'altérations physiques. Là aussi, il y a un certain nombre d'altérations chimiques. Alors, l'hydrolyse, c'est l'altération chimique la plus importante parmi les 5. Alors, en quoi consiste l'hydrolyse? Eh bien, vous avez un minéral numéro 1. Généralement, c'est un silicate. Attaqué par de l'eau. Il va générer un minéral numéro 2 et il va libérer des éléments chimiques, c'est ce qu'on appelle une solution de lessivage. Alors, généralement, quels sont les minéraux concernés par cette réaction-là? C'est essentiellement la famille des silicates. Et parmi les silicates qui sont facilement hydrolysables ou facilement altérables de cette façon, c'est la grande famille des feldspaths. Alors, les feldspaths sont, du point de vue volume, les minéraux les plus abondants dans la croûte terrestre. Alors, ils sont bien sûr attaqués par les eaux de pluie et ils se transforment en minéral numéro 2. Dans le cas des feldspaths attaqués par les eaux de pluie, le minéral numéro 2, c'est la grande famille des argiles. Alors, cette réaction a besoin, bien sûr, de l'eau. Alors, pas d'eau, il n'y a pas d'hydrolyse. Aussi simple que ça. Alors, mais pour que cette réaction puisse se faire dans des vitesses correctes, il faut une température élevée. Dans une température froide, cette réaction risque de ne pas avoir lieu. Donc, deux éléments essentiels, une température élevée
et surtout la présence de l'eau. Mais ce sont ces deux éléments-là qui sont, je dirais, qui conditionnent l'hydrolyse. Pourquoi? Parce que l'eau joue le rôle de réactif à cause justement de cette structure de la molécule d'eau qui se comporte comme un dipôle électrique et il a des extrémités positives et négatives. Les extrémités positives vont s'attaquer aux ions négatifs et bien sûr, les éléments ou les extrémités négatives vont s'attaquer aux ions positifs. Et c'est comme ça qu'on va donc assister à la dissociation des liaisons chimiques entre la molécule d'eau et les autres molécules qui constituent le minéral concerné par cette attaque, par cette hydrolyse. Alors, la température, il sert à l'augmentation de la vitesse de la réaction et la possibilité de dissolution des ions dans l'eau. Petit exemple un peu de chaque jour, c'est vous prenez un café très chaud, vous mettez un sucre, il n'y a pas de problème, il va être dissous tout de suite. Vous mettez un morceau de sucre dans un café froid, il faut attendre un moment pour le voir se dissoudre difficilement dans votre tasse de café. Je pense que là, la température au niveau de l'hydrolyse, elle joue pratiquement le même rôle, c'est-à-dire qu'elle permet à la réaction minéral 1 plus de l'eau d'avoir lieu et de se faire rapidement. Alors, ce sont les deux conditions sine qua non pour qu'il y ait hydrolyse. Mais il y a deux autres paramètres qui ont de l'influence sur ce type d'altération chimique. Il y a la résistance du minéral à l'altération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les minéraux silicatés ne vont pas se laisser altérer facilement. Il y en a qui vont être facilement altérables, il y en a d'autres qui ne seront pas altérables. Donc, le résultat va dépendre de la présence de l'eau, de la température et du degré d'altération du minéral présent dans la roche. Dernier paramètre, c'est la mobilité des ions libérés. C'est-à-dire que lorsque votre molécule d'eau va s'attaquer au minéral 1, il y aura un certain nombre d'éléments qui seront libérés. Ces éléments vont constituer la solution de lessivage. Alors, la nature de cette solution va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la mobilité des ions libérés lors de l'hydrolyse. Alors, la résistance d'un minéral à l'altération, ce sont la condition 3. Je répète, condition 1, présence de l'eau, condition 2, présence d'une température relativement élevée, condition numéro 3, c'est la résistance d'un minéral à l'altération. Alors, la résistance d'un minéral à l'altération dépend des liaisons qui existent dans le réseau cristallin de ce minéral. Alors, vous avez des liaisons de la silice avec de l'oxygène qui sont très fortes et vous avez, bien sûr, des liaisons qui sont moyennes pour le fer et le magnésium et des liaisons quasiment faibles pour le potassium avec l'oxygène. Donc, des minéraux riches en potassium seront des minéraux facilement altérables. Les minéraux où le minéral où il n'y a que de la silice et des oxygènes, c'est pratiquement un minéral inaltérable. Ça nous amène à la conséquence directe que vous avez là. Vous avez des quartz où il n'y a que de la silice et des oxygènes, donc là, c'est le minéral qui va résister le mieux à l'altération, pour ne pas dire que c'est un minéral inaltérable. À l'inverse, vous avez l'olivine, qui contient beaucoup de fer et de magnésium. C'est des cations qui ne sont pas liés fortement. Et c'est un réseau cristallin qui peut être facilement détruit au contact de l'eau. Et cette conclusion n'est pas sans rappeler la suite réactionnelle de Bowen. La suite réactionnelle de Bowen concerne essentiellement les roches magmatiques. Alors, la suite réactionnelle de Bowen nous explique qu'à partir d'un seul magma, on peut avoir différentes catégories de minéraux. D'accord? C'est une cristallisation partie par partie. On part de l'olivine dans les roches magmatiques ultra basiques. Le même magma va générer ensuite des minéraux pour fabriquer, je dirais, des roches basiques. Ensuite, là, dans cette zone intermédiaire entre amphibole et feldspath, je dirais potassique, biotite et plagioclase, on va avoir une roche magmatique intermédiaire. Et enfin, dans la zone des feldspaths potassiques, moscovite et surtout la présence des quartz, on va avoir un magma qui est dit acide. Alors, si cette réaction nous permet
de comprendre comment un magma peut avoir des roches magmatiques différentes, cette évolution est également en relation avec le degré d'altération de ces silicats. Alors, on a l'ordre d'apparition correspond à peu près à l'ordre de résistance à l'altération. C'est pour ça que j'ai sorti cette série réactionnelle de Bowens pour que vous compreniez justement ce degré d'altération, ce degré de résistance à l'altération. Donc, les minéraux de très forte température ou de très haute température sont des minéraux qui, une fois sont en surface, c'est des minéraux qui s'altèrent facilement. À l'inverse, les minéraux qui sont je dirais de température plus modeste, tels les quartz et la moscovite, c'est des minéraux qui résistent beaucoup à l'altération. Alors maintenant, le dernier point, la mobilité des ions. Alors, la mobilité des ions dépend justement du rapport qui existe entre la charge de l'élément et son rayon. Alors, ça, je l'ai rajouté pour que vous rappelez que dans la composition chimique de certains minéraux, souvent, il y a une substitution entre des éléments de rayons proches et de même charge. Vous verrez que dans certaines formules chimiques, vous verrez du fer, magnésium entre parenthèses, vous verrez calcium, sodium entre parenthèses, parce que justement, c'est des éléments qui ont sensiblement le même rayon et qui ont les mêmes charges. Donc, il peut y avoir une substitution entre eux. Alors, ces éléments sont-ils mobiles ou pas? Ce qui définit leur mobilité, c'est le rapport entre leur rayon et leur charge. Vous avez là de la silice qui a 4 charges positives et un rayon de 0,42 angstrom. Vous avez de l'oxygène qui a 2 charges négatives, qui a un rayon de 1,4. Et là, vous avez de l'aluminium qui a un rayon de 0,51 et 3 charges positives. Alors, comment ces éléments peuvent nous aider à comprendre le degré de mobilité de ces différents ions? Eh bien, il faut jeter un coup d'œil à ce diagramme. C'est un diagramme bien connu, c'est le diagramme de Goldschmidt, dans lequel vous avez essentiellement 3 plages. Des plages dont le rapport entre la charge et le rayon des éléments chimiques supérieur à 10. C'est le cas, par exemple, du phosphore, de l'azote, carbone, de la silice. Et puis là, vous avez une autre plage, c'est des éléments chimiques dont le rapport charge et rayon, dont le potentiel ionique est compris entre 3 et 10. Parmi les éléments les plus abondants, c'est le cas du fer et de l'aluminium. Et puis, vous avez la troisième plage, c'est des éléments dont le rapport charge-rayon est égal à 3, ou compris entre 3 et 1. Et puis, il y a une 4e plage, c'est des éléments qui ne sont pas concernés parce que c'est des éléments qui ont un diamètre tellement gros, une charge tellement faible, qu'ils ne sont pas concernés par ces distributions et sont emportés dans l'état. Alors, les éléments qui ont un potentiel ionique compris entre 1 et 3, c'est des éléments qui sont solubles dans l'eau. C'est le cas du calcium, du sodium, du magnésium, du fer de charge. C'est des éléments qui peuvent être transportés sur une grande distance. C'est des éléments qui seront pris dans un silicate de roche magmatique et qui vont voyager pour aller vers des milieux très loin. Ils peuvent aller même dans le milieu océanique. Le calcium pourrait servir à fabriquer des calcaires. Le sodium pourrait aider à fabriquer des évaporites à partir de roches qui initialement appartiennent à la famille des roches magmatiques. J'arrive à la plage numéro 2, c'est la plage des éléments précipitants. Alors ces éléments-là, c'est essentiellement le fer ferrique et l'aluminium, c'est des éléments qui vont rester sur place. Ils ne vont aller nulle part. Ils ne sont pas transportables. C'est d'où leur nom de des cations précipitants. Alors, dernière plage, c'est des éléments dont le rapport est très élevé. C'est des éléments qui ont un petit rayon et qui ont des charges, je dirais, très importantes. 4, voire même 5. C'est le cas de la silice, le cas de l'azote, carbone, du phosphore. Alors, ces éléments-là vont s'associer avec des oxygènes pris dans la molécule d'eau pour voyager sous forme d'oxyanions et là aussi, ils vont aller très loin.
Donc, la conséquence, elle est là. On a donc des cations solubles, il n'y a pas de problème. C'est des gros ions faiblement chargés. Il y a ce qu'on appelle les hydrolysats ou les éléments qui vont précipiter. Et enfin, on a les oxyanions solubles qui peuvent voyager également, mais en complexe avec de l'oxygène qui se trouve pris dans la molécule. Alors, conséquence de cette hydrolyse. Alors, l'hydrolyse concerne essentiellement les silicates. Alors, je vais avoir donc des éléments qui vont partir. C'est les éléments lessivés. Ils sont là. Mais ils sont, je dirais, lessivés presque individuels. Puis, vous avez des anions complexes. Cette catégorie d'éléments vont être lessivés. Ils vont donc pouvoir partir au loin. Et puis, vous avez ceux qui ne bougeront pas de leur place. C'est essentiellement des éléments de fer et de l'aluminium qui vont s'associer avec des OH libérés par la molécule d'H2O pour nous donner soit des hydroxydes de fer, soit des hydroxydes d'aluminium. Voilà donc les conséquences. Vous avez donc un minéral qui va être altéré par de l'eau, qui va donc libérer un certain nombre d'éléments qui vont partir, des éléments qui peuvent rester sur place, et un minéral qui pourrait naître de cette transformation. Alors, un exemple classique. On va étudier l'hydrolyse d'un feldspath. Le feldspath le plus simple, c'est évidemment le feldspath orthose. Dans ce feldspath, qui bien sûr fait partie de la famille des silicates, le rapport silice-aluminium est égal à 3. Alors, l'hydrolyse dépend bien sûr de la quantité d'eau disponible et de la température du milieu. Lorsque la quantité d'eau est, je dirais, modeste ou moyenne, lorsque la température n'est pas très élevée, l'orthose sera attaquée par des eaux de pluie pour se transformer en un minéral argileux qu'on appelle des élytres et plus des éléments qui vont partir en solution. Alors, cette transformation s'accompagne par le passage d'un rapport silice-aluminium de 3 à un rapport de silice-aluminium qui est égal à 2. Et ce rapport-là existe dans la famille des élytres dans cette première catégorie d'argile. Alors, cette transformation, c'est ce qu'on appelle la bisialitisation, c'est-à-dire Bi pour 2, Si pour silice et Al pour aluminium. Donc, le rapport silice-aluminium est égal à 2. Alors, si les conditions le permettent, c'est-à-dire si l'altération d'hydrolyse est forte, qu'est-ce qui va se passer? On va atteindre un stade de dégradation, un stade d'altération encore plus poussé. On va passer d'un rapport égal à 3 vers un rapport égal à 1. Alors, cette transformation nous donne une deuxième famille d'argile, c'est ce qu'on appelle de la kaolinite, et bien sûr différents éléments qui vont partir en solution. Alors, cette transformation, qui est un peu plus importante, c'est ce qu'on appelle une altération qui est forte, elle permet la naissance à partir d'un minéral où le rapport silice-aluminium est égal à 3, elle permet la naissance d'un minéral où ce rapport silice-aluminium est égal à 1. Cette transformation, ça plutôt porte le nom de monosialitisation. Alors, mono pour 1, Si pour silice et Al, bien sûr, pour aluminium. Monosialitisation, le rapport silice-aluminium est égal à 1. Lorsque l'altération est très poussée, c'est ce qu'on appelle une altération très forte, et là, l'hydrolyse est totale, et alors là, on va partir de notre orthose où le rapport silice-aluminium est égal à 3, on va obtenir une nouvelle catégorie de minéraux dans lesquels le rapport silice-aluminium est égal à 0. Alors, cette transformation porte le nom d'allytisation et le minéral obtenu n'est pas un minéral silicaté, parce que je ne vais peut-être pas insister là-dessus. La kaolinite et l'élite contiennent de la silice. C'est pour ça que les argiles, que ce soit de la kaolinite ou des élytres, font partie encore des silicates. La gypsite est un minéral sans silice. C'est un minéral où il y a essentiellement de l'aluminium. C'est un hydroxyde d'aluminium et ce n'est pas un minéral silicaté. Donc, le résultat final d'une hydrolyse totale, c'est la naissance de la gypsite, c'est la naissance d'un hydroxyde d'aluminium. Alors, cette transformation de
d'un rapport de 3 à un rapport égal à 0, je le répète, porte le nom d'alléthésisme. Alors, si on veut regarder la conclusion sur l'hydrolyse d'un feldspath, nous avons bien sûr le départ du potassium, on le retrouve nulle part. Nous avons la naissance des argiles et puis la précipitation des hydroxydes de fer et des hydroxydes d'alumine. Alors, voilà la structure justement des élites, la structure de la kaoline. Alors, la grande famille des élites, cette grande famille des minéraux argileux est composée à une structure en feuillet. Cette structure en feuillet est composée de 2 feuillets de tétraèdre réunis ou associés par un feuillet d'octaèdre. Alors, la forme tétraédrique, elle est là. Vous avez 4 oxygènes sur les bords. Au centre, on a un silicium. À l'inverse, là, nous avons un octaèdre avec de l'aluminium au centre. Alors, là, la substitution, l'altération n'étant pas très poussée, on a 2 couches tétraédriques encadrant une couche octaédrique. Ce type d'argile est appelé argile TOT en référence à la couche tétraédrique numéro 1, la couche tétraédrique numéro 2 et la couche octaédrique au centre ou intermédiaire. Alors, généralement, l'épaisseur des feuillets est de l'ordre de 10 angstroms. Alors, toujours dans cette famille d'argile TOT, on peut avoir, en fonction justement de la composition chimique et du degré d'hydratation, on peut avoir d'autres familles d'argile. Alors, pour simplifier, les 2 catégories sont appelées la catégorie des TOT. Alors, ce qui fait la différence, c'est l'épaisseur des feuillets. Là, c'est une argile qui n'est pas très hydratée, et là, une épaisseur de 10 angstroms. Les feuillets font à peu près 10 angstroms. Là, c'est des minéraux qui sont un peu plus hydratés, ils sont un peu plus gonflés. On peut aller jusqu'à 14 angstroms, voire 17 angstroms. Par contre, lorsque l'hydrolyse est plus importante, eh bien, on va perdre un feuillet de tétraèdre, on va passer à une argile où il y a un seul feuillet de tétraèdre associé à une couche octaédrique. Et ça, c'est le cas de la kaolinite. Alors, comme il y a une couche qui manque, vous comprenez que l'épaisseur de ce feuillet n'est plus que de l'ordre de 7 angstroms. Ce deuxième type d'argile, c'est ce qu'on appelle l'argile TO, une couche de tétraèdre et une couche d'octaèdre. Alors là, c'est des photos prises au microscope électronique à balayage. Et là, c'est une photo prise au microscope polarisant. Là, on voit la structure de notre orthose. Donc, un silicate primaire avec des plans de clivage, des plans qui réfléchissent de la lumière, des plans de cassure, et puis un système cristallin proche du monoclinique, voire du triclinique. Alors, en s'altérant, vous voyez ce qu'il va nous donner. Il va nous donner donc des couches tétraédriques de kaolinite ou d'illite en fonction justement du degré d'hydrolyse. Voilà donc le résultat de l'altération chimique. Donc, les argiles à la surface du globe proviennent essentiellement de l'hydrolyse des silicates. Parmi ces silicates, nous avons la famille des feldspaths qui fournissent l'essentiel justement des argiles à la surface du globe. Alors, petite conclusion, les argiles que nous avons à la surface du globe proviennent soit d'un héritage, c'est-à-dire l'altération d'une ancienne argile peut donner encore d'autres argiles. Sinon, nous avons des argiles de la famille TOT, c'est la famille des smectites, ils proviennent essentiellement de l'altération moyenne à faible, c'est hydrolyse faible, ou moyenne d'un silicate de type feldspath. Sinon, une argile peut provenir de l'hydrolyse forte d'un silicate, c'est le cas des argiles de type kaolinite, ou bien nous avons dans le cas d'une hydrolyse totale, le résultat, c'est non plus des silicates, mais c'est la famille des hydroxydes d'alumine. Alors, maintenant, le deuxième type d'altération chimique. Alors, c'est, je dirais, un deuxième type d'altération chimique moins important, mais qui existe.
il consiste en une combinaison entre le fer et l'oxygène, le fer que contiennent certaines roches et l'oxygène qui est donc disponible dans l'air. Alors, c'est ce qu'on appelle l'oxydation et on peut reconnaître des roches oxydées grâce à la présence d'une pellicule rougeâtre à leur périphérie. L'oxydation se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette transformation, cette acquisition de cette couleur rouge, c'est ce qu'on appelle la rubéfaction des roches. La rubéfaction des roches, c'est l'oxydation du fer contenu dans cette roche-là. Vous avez un exemple, vous avez une pellicule externe quasiment rouge et puis la partie interne n'est pas très affectée par ce type d'altération chimique. Alors, deuxième oxydation bien connue, c'est l'oxydation des olivines. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'avais parlé du degré de résistance à l'altération, je vous ai dit que les minéraux de très forte température, c'est des minéraux qui s'altèrent facilement. Alors déjà, une olivine au contact de l'air, eh ben, il est attaqué par l'oxygène pour se transformer et donner un oxyde ferrique et de la silice qui va être libre. Voilà donc la caractéristique majeure des minéraux qui sont facilement altérables. Alors, en plus de l'oxydation, on peut assister à des réductions. Alors, les réductions ont lieu en présence d'eau dans les milieux hydromorphes et ils présentent donc un fer qui permet au fer ferrique de devenir un fer ferreux soluble. Dans la nature, on reconnaît cette transformation lorsque une roche qui initialement était rouge peut acquérir un niveau beaucoup plus clair, un niveau verdâtre. Alors, cette photo vous montre la coexistence entre les zones oxydées et les zones réduites, c'est-à-dire les zones de coloration rouge et les zones qui ont perdu cette coloration à cause de la transformation du fer contenu dans cette roche-là. Alors, le groupe d'animaux, il est là pour vous donner une échelle pour les affleurements et apprécier donc la disposition des roches sédimentaires qui ont subi une rubéfaction, c'est-à-dire qui ont une couleur rouge, et les roches qui n'ont pas subi cette transformation et qui ont acquis, ou bien qui ont subi une certaine transformation du fer ferrique pour acquérir une couleur beaucoup plus claire. Alors, les trois dernières altérations, l'hydratation. L'hydratation concerne essentiellement le gypse. Le gypse, c'est de l'anhydrite qui a été enrichi en eau. On va avoir donc du gypse hydraté. Voilà, donc c'est de l'eau absorbée par ce minéral-là. C'est un minéral qui va plus ou moins gonfler et qui va se transformer donc en une nouvelle catégorie de minéraux. C'est la famille des sulfates, c'est la famille du gypse. Quatrième dissolution, la quatrième altération chimique, c'est la dissolution. Et il est spécifique au sel G. Du sel, vous le mettez dans de l'eau, ben, il va être dissous. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'altération chimique de type dissolution. Alors, j'atteins la dernière catégorie d'altération chimique, c'est ce qu'on appelle la décarbonatation. Alors, la décarbonatation concerne essentiellement les terrains calcaires et les dolomites. C'est la grande famille des carbonates. Alors, c'est un élément qui est important. Je vais le laisser à la prochaine séance. Alors, d'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et rendez-vous donc à la séance numéro 5 pour vous parler justement de cette dernière catégorie de l'altération chimique qui est la décarbonatation.